Jérémy Cadmu est vice-président de la métropole de Lyon, chargé en particulier de l'agriculture. Nous lui avons rendu visite dans son bureau et là nous nous sommes démasqués. Jérémy Cadmu, bonjour. Bonjour. Est-ce que l'alimentation, et pourquoi l'alimentation est-elle devenue l'une des politiques phares de la métropole de Lyon? La première raison, c'est que la métropole de Lyon, c'est 1 400 000 habitants aujourd'hui, sur une superficie contrainte. Aujourd'hui, on est à 55 km², et en sachant que la superficie agricole de la métropole représente environ 12 000 hectares, donc 12 000 hectares sur 55 000 hectares de superficie. Autant dire que ces 12 000 hectares ne suffisent pas aujourd'hui à produire les aliments nécessaires à l'alimentation de l'ensemble des Grands Lyonnaises et Grands Lyonnais. Donc la première chose, c'est comment on garantit finalement une résilience de notre système alimentaire, une résilience de la métropole d'un point de vue approvisionnement alimentaire. Nous ne sommes pas capables de nourrir notre population. Aujourd'hui, l'autonomie alimentaire de la métropole lyonnaise est de 5%. En d'autres termes, 95% de ce qui est produit sur la métropole est exporté à l'extérieur de la métropole en termes alimentaires, et 95% de ce qui est consommé par les Grands Lyonnaises et Grands Lyonnais provient d'autres territoires à l'extérieur de la métropole. Avez-vous l'intention d'inverser en quelque sorte ces valeurs? Non, inverser c'est impossible. En gros, atteindre une autonomie n'a pas de sens. En soi, 100% de sécurité alimentaire serait impossible à arriver. Par contre, infléchir et augmenter notre objectif, oui. Lors du précédent mandat, une stratégie alimentaire a permis d'identifier ces 5% d'autonomie. Et l'un des objectifs que nous fixons sur ce mandat et les mandats qui suivront, c'est d'atteindre au moins 15% d'autonomie alimentaire. Mais ça ne se fait pas tout seul. 15%, c'est pas une ambition démesurée, ça a presque l'air modeste. Et pourtant, ça nécessite de mettre en place un nombre de politiques assez impressionnantes et sur toute la chaîne de valeur. On commence par le foncier. Comment on préserve aujourd'hui le foncier qui permet de produire les aliments? Une métropole a tendance à grignoter le foncier agricole pour produire de l'habitat, produire de l'activité économique, produire finalement le développement de son propre territoire. Et bien aujourd'hui, c'est comment on arrive à sanctuariser ces terres agricoles, comment on arrive même à remettre de la terre agricole en fonction. Et donc il y a un vrai travail déjà d'analyse des friches qui existent aujourd'hui d'un point de vue agricole et d'acquisition foncière pour sécuriser l'aspect agricole. Déjà ça, c'est un énorme pas. Ouais. Est-ce qu'on cherche à faire que les jeunes d'aujourd'hui viennent, y compris les urbains, reviennent en quelque sorte aux activités de production agricole? En fait, on ne cherche pas, c'est qu'il y a déjà une demande. En fait, il y a déjà des gens aujourd'hui qui sont dans des processus soit de reconversion professionnelle et qui souhaitent revenir à la terre. Et pour eux, aujourd'hui, l'accès au foncier est stratégique, voire impossible sur la métropole de Lyon, et sont amenés à développer leur activité en dehors de Lyon, parfois très loin de Lyon. Comment on permet aussi à des Grands Lyonnaises et des Grands Lyonnais qui souhaitent s'investir sur la thématique de l'agriculture de le faire plus facilement. Ça veut dire une accessibilité au foncier, mais pas que. Ça veut dire comment on les accompagne dans leur reconversion, c'est la formation. Comment on les accompagne dans des formes de soutien à l'investissement dans leurs exploitations. Et peut-être également comment on développe d'autres formes d'activité agricole. On a souvent en tête le modèle traditionnel de l'exploitation familiale, de la reprise familiale, du modèle entrepreneurial qu'il y a derrière, avec toutes les contraintes que ça suppose aussi pour l'exploitant agricole et l'insécurité sociale dans laquelle il est mis. Je ne reviens pas sur l'ensemble des problématiques que rencontrent aujourd'hui les agriculteurs et les agricultrices. Quels seraient ces nouveaux modes? Les nouveaux modes, c'est de favoriser par exemple les modes de salariat, par exemple dans l'agriculture. Donc comment on crée des conditions. Aujourd'hui, par exemple, sur les dimensions de prestations intellectuelles, on a vu le développement des coopératives d'activité et d'emploi. Donc beaucoup de freelance dans le monde du développement informatique, par exemple, ou d'autres, ont décidé de ne pas se lancer en entrepreneuriat, mais plutôt de se lancer sous forme coopérative et d'être salarié, ce qui permet de protéger la personne de potentiels risques. Salariés de leur propre entreprise. De la coopérative. On rentre dans une dimension coopérative qu'ils ont créée ensemble, exactement. Et on n'est plus seul, en fait. C'est comment on rompt avec le paradigme actuel qui est, quand je suis dans l'entrepreneuriat, je suis forcément seul et j'assume seul des risques. Comment on les mutualise, ces risques-là. Et l'autre forme, c'est comment la collectivité en tant que telle devient plus proactive sur ces sujets. À un moment donné, quand on fait le constat depuis plusieurs années qu'on n'arrive pas à développer certaines filières agricoles par le monde actuel économique, si les besoins sont là, il faut les prendre en compte. Donc là, c'est un autre grand projet de ce mandat, c'est créer une régie agricole métropolitaine, c'est-à-dire que là, la métropole devient
productrice de sa matière première finalement, de l'agriculture, au même titre aujourd'hui, ça choque personne, qu'il y ait aujourd'hui des gens qui s'occupent des espaces verts, demain d'avoir des personnes collaborateurs et collaboratrices de la métropole qui s'occupent de faire pousser des tomates sur la métropole par exemple. Les fonctionnaires de la métropole vont devenir des agriculteurs? Alors par exemple, on peut avoir ce type de format-là qui permettrait d'aller développer surtout certaines filières. L'idée n'est pas de développer une activité concurrentielle par rapport au monde agricole actuel, c'est plutôt d'aller là où le monde agricole n'arrive pas à aller. Typiquement aujourd'hui, on a si on veut infléchir quelque part toujours en termes de résilience l'assiette des Grands Lyonnaises et Grands Lyonnais, il faut leur fournir de la matière première. Et en l'occurrence, sur les légumineuses, il y a une vraie problématique de production de légumineuses à proximité de la métropole ou dans la métropole. Aujourd'hui, on essaye par plusieurs schémas de développer ce type de filière. Bon, on voit qu'il y a ses limites. Aujourd'hui, quelque part, si on veut être rapide et aller de l'avant, la métropole peut aujourd'hui devenir son propre producteur de légumineuses. Je crois que Geneviève Ancel, qui est à la fois, alors qui a la volonté de devenir agricultrice en tant que fonctionnaire de la métropole. Je suis fille d'agriculteur, donc tout va bien. Alors, en fait, la question qui peut se poser, c'est comment, avec ce réseau local et mondial des dialogues en humanité, nous pouvons contribuer les uns et les autres à valoriser ce qui existe déjà. Et justement, c'est ce que vous venez de dire, sur un territoire comme celui de la métropole de Lyon. Et comment, en fait, toutes ces initiatives multiples sont aussi capables de se coordonner, comme pour la coopérative dont vous parliez tout à l'heure. En fait, il y a vraiment deux enjeux dans la question. Un premier enjeu, c'est de se dire qu'est-ce qui existe localement, en fait, qu'est-ce qui est déjà fait localement. Et en fait, les acteurs ne nous ont pas attendu ce mandat-là pour commencer à avancer. Et donc, il y a aussi un certain nombre d'acteurs qui ont initié, expérimenté, prototypé et qui ont besoin aujourd'hui, finalement, pour atteindre un objectif plus fort, un impact plus élevé, de changer d'échelle. Donc déjà, c'est de voir les acteurs qui sont en place et de les comprendre leurs besoins pour arriver à ce que la collectivité se place au bon endroit. Est-ce qu'on est une collectivité qui est dans l'appui, qui assemble les compétences, ou est-ce que c'est une collectivité qui, comme je dirais, une collectivité hospitalière, qui permet au sein de cette collectivité de faire dialoguer les acteurs locaux. Ensuite, l'autre enjeu, c'est la coopération. On a parlé de coopérative, mais plus largement de la coopération. Et en fait, aujourd'hui, en termes de résilience, un des piliers de la résilience, c'est la capacité à coopérer. Et à coopérer pas seulement avec les acteurs sur son territoire, mais coopérer avec les acteurs en dehors du territoire. Partir du postulat qu'une métropole de 55 000 m² ne permettra pas de nourrir l'ensemble des habitants. Partir du postulat que des territoires voisins aujourd'hui ont du potentiel pour fournir l'alimentation, en tout cas augmenter la part d'autonomie de la métropole, et donc réfléchir non plus à l'échelle de la collectivité dans ses limites administratives, mais réfléchir à l'échelle d'une aire métropolitaine lyonnaise avec des coopérations qui soient justes et équilibrées avec les territoires voisins. L'idée, c'est vraiment de changer aussi le paradigme de la métropole prédatrice. La métropole n'est pas une métropole prédatrice. La métropole, si elle rentre dans des jeux de coopération équilibrés, peut devenir une métropole coopératrice. Voilà. Après, en ce qui concerne les autres territoires qui ne sont pas directement connectés à la métropole, il y a un vrai enjeu de coopération et d'échange d'expériences. Encore une fois, la métropole ne va pas inventer, l'objectif n'est pas de réinventer des choses qui ont déjà été réfléchies, testées, éprouvées sur d'autres territoires. Donc il y a un vrai enjeu aussi de nourrir la métropole d'autres expériences et de se connecter à des pairs, en fait, PAIR, avec lesquels on peut échanger et co-construire des choses. Il y a des réseaux aujourd'hui qui existent autour de la coopération et il y a des réseaux aujourd'hui qui pourraient exister sur la thématique de l'alimentation. Et je pense qu'une des thématiques qui pourrait être centrale autour de ça, finalement, comment on défend un bien commun. Et le bien commun, c'est pas l'alimentation, c'est la santé, en fait, derrière, qu'il y a derrière l'alimentation. On est au bas de la pyramide de Maslow. Quand on parle de manger, c'est les besoins primaires. Mais finalement, en haut de la pyramide, le pourquoi on fait ça, c'est finalement pour avoir des gens en bonne santé sur nos territoires, des habitants en bonne santé. Voilà. Alors sur la question justement, comment se saisir de ce qui se fait déjà, par exemple en termes comme VRAC, comme ces tiers-lieux nourriciers que beaucoup de personnes qui participent aux dialogues en humanité évidemment appellent de leur vœu, ATD Carmonde, le Secours Populaire et bien d'autres. Comment en fait passer d'un système sur notre territoire où nous avons le développement de jardins partagés
mais qui ne sont pas toujours suffisamment accueillantes pour les personnes en très grande précarité et qui ont envie aussi de contribuer à leur manière à peut-être revoir ce qui se faisait autrefois au Moyen-Âge dans notre bonne ville de Lyon, où du côté de la Guillotière existait un hôpital pour une sorte d'hospitalité où les personnes, les passants, donc les pèlerins, ceux qui faisaient la route, venaient se faire la cuisine avec un potager tout autour et se soigner. Donc ce qui était possible au Moyen-Âge en termes de solidarité, comment avec le contexte d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut venir vraiment habiter complètement ce terrain et ce territoire et cette chaîne alimentaire. Ouais, merci. C'est un point important d'arriver à rendre accessible, comment on rend de plus en plus accessible l'alimentation. Mais ça peut prendre plusieurs formes en fait. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, tout est là. On a les jardins partagés, on a des acteurs qui œuvrent autour de la cuisine et de l'alimentation. Comment mieux, enfin culturellement réintégrer le moment convivial du repas. On a des acteurs qui travaillent en amont, bien en amont. Je cite que le CRBA par exemple, la Charlie, qui bosse aujourd'hui sur des semences qui seront utiles demain en termes de changement climatique, avoir des semences qui demain permettent de faire pousser des légumes qui peut-être dans l'évolution climatique ne pousseront plus avec les semences actuelles. Et c'est déjà le cas. C'est une anecdote, parenthèse, mais si vous faites du jardin aujourd'hui, la courgette par exemple, on a des cultures de courgettes qui sont très pauvres dans les jardins parce que les semences qui sont proposées aujourd'hui ne sont pas adaptées aux températures très élevées qu'on connaît au moment de la germination des graines de courgettes. Et du coup, on n'a plus de courgettes. Aujourd'hui, CRBA travaille sur des semences qui permettront d'accueillir ça. Ça, c'était une parenthèse. Et sur la notion de justice alimentaire, en fait, tous ces acteurs sont là. Comme je vous disais tout à l'heure, tout a été expérimenté. Maintenant, c'est comment on crée une cohérence, en fait. L'enjeu aujourd'hui, peut-être de la métropole, c'est d'arriver à rendre cohérent et de faire que ces acteurs-là travaillent ensemble. Typiquement sur l'urgence alimentaire. Aujourd'hui, on a des acteurs qui œuvrent dans ce domaine-là et qui œuvrent chacun de leur côté avec souvent sur des actions très ciblées sur les populations étudiantes, par exemple, ou d'autres ciblées sur des populations en grande précarité, voire sans logement. Ces acteurs, ils ont tous un problème. C'est qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui les moyens de s'approvisionner en production locale, saine et durable. Peut-être que là, il y a un trou dans la raquette, encore une fois, un manque. C'est constituer un endroit mutualisé, un outil mutualisé dans lequel ces gens-là vont pouvoir venir facilement prendre de la matière première et encore en particulier des légumes sur cet outil mutualisé et qui permet derrière d'avoir aussi une justice alimentaire pour les producteurs. Aujourd'hui, les producteurs, l'idée n'est pas de leur faire peser la solidarité pleine et entière de leurs produits, c'est au contraire que les produits qu'ils vendent soient vendus au juste prix, au juste coût. Donc voilà, donc il y a ce côté très assemblier à imaginer pour la métropole. Et ça mérite alors ça, c'est un des grands enjeux dans une grande maison comme la métropole, c'est comment on crée ces transversalités, comment on met de l'huile dans les rouages pour que des services qui travaillent sur le social, des services qui développent le côté économique, des services qui vont développer l'agriculture, en fait, ensemble convergent vers un objectif qui est la justice alimentaire. Et ça, c'est quelque chose, encore hier, nous étions dans une réunion assemblant 4 vice-présidents différents, des services différents, pour construire une feuille de route commune avec un objectif commun, c'est rendre accessibles les aliments au plus grand nombre. Voilà. Donc ouvrir des espaces de dialogue et d'action en commun. Nous sommes d'accord. On est dialogue et action. En fait, c'est vraiment la chose importante. Je pense qu'on a tous les constats aujourd'hui. On peut se les répéter, mais l'important, c'est comment on part du constat en analysant les besoins qu'il y a en face et en mettant en place l'action qui va bien pour atteindre cet objectif. Et je pense qu'on en est là aujourd'hui, peut-être même un peu trop tard par rapport aux urgences qu'on vit aujourd'hui. Mais bon, voilà, maintenant on le sait, donc au boulot, quoi. Et donc ça veut dire que en partant des collégiens, en partant des personnes les plus en précarité sur notre territoire, en fait ça c'est un des leviers les plus puissants qui soit pour faciliter la coopération et dépasser les tensions possibles entre les uns et les autres. Pour une collectivité comme la nôtre, étant donné que c'est notre compétence, le champ social et notre compétence sur les collèges, effectivement c'est des beaux effets de levier. Et ce qui est drôle, c'est que ce soit les plus précaires et les plus jeunes qui peut-être apportent la solution du problème, quoi. Donc, Jérémy Camus, merci. Merci à vous. Merci à vous.